Merci d'être présent. Moi, je suis Emmanuelle Conrad, la fondatrice de Numéro 1 Scolarité, qui fait de l'accompagnement scolaire individuel des enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement et aussi de leurs parents, puisque maintenant on a aussi une offre de guidance parentale pour aider les parents justement à connaître en fait les grands principes de la psychoéducation en permettant de mieux accompagner l'enfant. Alors on a quand même malheureusement dans les enfants que l'on suit pas mal d'enfants qui sont harcelés à cause de leurs troubles. Et Nicole Bouin de la Maison des 10 pour tous slash FF10, hein, puisque faites partie de je dirais de la sphère FF10, qui connaît très très bien le sujet du harcèlement, va nous présenter ce soir euh, je dirais les méthodes qui fonctionnent pour identifier le harcèlement et surtout faire qu'il s'arrête. Nicole, à vous la parole. Merci Emmanuel. Ah, Bonsoir à tous. pardon, j'ai oublié de préciser. Ah, Excusez-moi. donc oui. Vous êtes actuellement une petite vingtaine. Si vous avez des questions à poser, très important, vous pouvez les poser pendant le webinaire, à tout moment, avec la barre questions-réponses qui est en bas, le chat en bas. Et si la question nécessite des éclaircissements, je poserai la question à Nicole. Sinon, je la garde pour la fin du webinaire, puisque le webinaire dure 1 heure et il y a une session de questions-réponses. Excusez-moi, je suis fatiguée. À la fin, vers 21h30. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je les note ou j'interviens et j'arrête Nicole pour qu'elle éclaircisse son propos au moment où elle parle du sujet. Voilà. C'est ça, hein, Nicole. J'ai le droit d'intervenir C'est ça. uniquement C'était ça. Oui, oui. en Si tant que... vraiment un- ce que je dis n'est pas compréhensible et si vous avez besoin d'éclaircissement pour pouvoir suivre, effectivement, vous n'hésitez pas à m'interrompre, Emmanuel. Par contre, si ce sont des questions complémentaires à ce que je dis, je préfère effectivement qu'elles viennent à la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et pour un sujet qui n'est pas effectivement particulièrement réjouissant, mais nous allons essayer de positiver les choses et de voir comment prévenir et comment intervenir. Alors, moi, je me présente très rapidement. Je suis impliquée dans l'équipe opérationnelle d'Atoudis, donc je suis formatrice pour l'association Atoudis. Vous trouverez sa présentation en fin de diaporama. Mon métier essentiel, ça a été prof de lettres-histoire en lycée professionnel pendant 40 ans. Et c'est à travers cet exercice que je me suis intéressée aux élèves porteurs de troubles 10. Bon, je suis formatrice depuis 28 ans. Et militante des cahiers pédagogiques, j'ai conçu deux dossiers, neurosciences et pédagogie, les 10 dans la classe, et Canopé, qui est la maison d'édition de l'éducation nationale, m'a demandé une petite introduction à la neuroéducation qui s'appelle enseigner apport des sciences cognitives. Voilà. Je me suis investie dans plusieurs associations. J'ai animé des ateliers de remédiation cognitive pour des jeunes porteurs de troubles 10 ou TSA ou TDAH. J'ai animé aussi et conçu des dispositifs de prévention du décrochage et de raccrochage. Et puis, j'ai aussi travaillé avec ATD Carmonde sur la scolarité des enfants des milieux populaires. Voilà, en gros, qui je suis. Alors, je vous propose ce soir de partir bien sûr d'un rapide état des lieux. Euh, Quels sont les chiffres? Quel est le cadre, le tableau? Ensuite, nous verrons la vulnérabilité particulière qui est liée au trouble 10, puisque c'est notre sujet ce soir. Nous verrons comment on peut prévenir à l'école comme à la maison
une situation de harcèlement. Et puis, bien sûr, l'essentiel, c'est de vous présenter le dispositif qui a été choisi par l'Éducation nationale, la méthode de préoccupation partagée, et de vous l'expliquer en quelques minutes pour que vous ne soyez pas étonnés si elle existe dans l'établissement de vos enfants. Voilà. Alors ceci hein, n'est pas un vrai diaporama. Sur un vrai diaporama, vous avez une image et quelques mots. Le mien est comme moi, très bavard, mais et voilà, c'est plutôt une trace écrite puisque vous pourrez disposer par la suite de ce diaporama. À chaque fois que vous avez le petit symbole du livre, ça veut dire que je renvoie à une lecture. Le film, un film, vous avez le lien un site, vous avez le lien et demain, j'enverrai à Emmanuel un dossier documentaire complémentaire en fonction des questions que vous aurez posées ce soir. Voilà. Alors, l'état des lieux. Eh bien, l'état des lieux, en France, en fait, la question n'a réellement été abordée par le ministère de l'Éducation nationale que depuis 2001 c'est-à-dire des décennies, hein, après les pays d'Europe du Nord, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs que la méthode choisie est une méthode qui est expérimentée depuis 30 ou 40 ans dans les pays du Nord. Alors, je vous ai donné les chiffres du ministère hein, et vous pouvez voir que en gros et en moyenne, le chiffre est de un élève sur 10 qui vivrait une situation de harcèlement. On vous parle de 20% des jeunes de 8 à 18 ans qui ont déjà été confrontés, soit eux-mêmes, soit en tant que témoins, que 45% des élèves disent avoir été victimes d'une agression ou méchanceté en ligne, 61% des élèves harcelés ont des pensées suicidaires. Et puis, on compte 12% en primaire, 10% en collège et 4% en lycée, d'après les chiffres du ministère. Bon, bien sûr, ces chiffres sont assez inquiétants. Alors, je vous ai mis les résultats d'un sondage fait par l'UNICEF, l'Observatoire, pour l'Observatoire de la violence à l'école en 2011. Vous pouvez retrouver cette page dans le livre qui est à côté et qui dit que 300, en 2011, 383 830 élèves subissent une forme sévère. Ces chiffres montrent aussi que les risques de harcèlement sont plus grands en fin d'école primaire et en début de collège, et qu'un élève sur cinq est confronté au cyberharcèlement. Pas forcément sévère, mais au cyberharcèlement. Alors, quelques termes de vocabulaire pour vous dire tout de suite que les spécialistes refusent le terme de harcèlement, qu'ils réservent à des situations entre adultes, en milieu professionnel ou autre, caractérisées par un pervers qui a vraiment la volonté de nuire, un pervers narcissique, ce qui serait très exceptionnel dans le milieu scolaire entre jeunes. Il pense que la situation est moins dramatique et vous verrez du coup pourquoi il propose ce qu'il propose. De la même Juste façon, il Nicole, refuse le c'est qui les terme. spécialistes? C'est des psychiatres? C'est des... Alors oui, ce sont tous les gens que vous allez voir cités dans les livres que je présente, qui sont, ça peut être de Bardieu, hein, par exemple, hein, qui a été longtemps le spécialiste de la violence scolaire en France. Bon, il a pris sa retraite, mais vous verrez un certain nombre effectivement de références, hein, de personnes au cours du diaporama, qui sont des spécialistes et qui sont tous à peu près d'accord là-dessus. Alors, de la même façon, il refuse le terme victime parce qu'il pense que ça enferme la cible dans un rôle dévalorisant et que ça l'empêche d'en sortir. Il refuse aussi le terme de harceleur. Vous verrez que moi, par simplification, hein, par souci de simplification, j'ai continué à l'utiliser, mais il préfère le terme d'auteur, d'intimidateur, etc.
de la même façon qu'ils préfèrent parler de brimade, d'intimidation et de phénomène de bouc émissaire parce que effectivement pour eux c'est un phénomène collectif et systémique. Nous le verrons plus loin. Alors pour ceux qui s'intéressent au phénomène du bouc émissaire, hein, le philosophe qui en est spécialiste, c'est René Girard. Donc à chaque fois vous avez la référence d'un livre pour ceux qui souhaitent creuser cette question. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a consensus là-dessus aussi. Le phénomène se caractérise par trois critères. Des violences répétées, qui peuvent parfois être des micro-violences, une disproportion des forces, et par conséquent une incapacité de la cible à se défendre seule. Voilà. Alors, le harcèlement peut prendre toutes sortes de formes. Je vous ai indiqué ici, vous avez la source que vous pouvez retrouver en ligne, que si un enfant sur 10 est victime de harcèlement, c'est seulement un sur 16 qui est victime de harcèlement sévère. C'est déjà beaucoup. Euh, voilà, on verra que bon, il y a quand même des différences. Alors, le plus courant, ce sont des insultes. Des surnoms méchants qui malheureusement sont quelquefois initiés par des enseignants, Euh, des bousculades, des mises à l'écart, des moqueries surtout pour les bons élèves, des coups. Donc là, on commence à arriver dans le harcèlement sévère, la cible de lancer d'objets, des insultes à propos des origines, donc là en plus il y a harcèlement raciste, le vol sous la menace, le voyeurisme, alors ça souvent en primaire, dans les WC des écoles primaires, on empêche les enfants d'aller aux toilettes en ouvrant la porte et en les empêchant donc d'avoir leur intimité. Le racket, les insultes à propos du sexe, ça c'est particulièrement pour les jeunes qui sont repérés comme peut-être homosexuels. La menace avec arme, le happy slapping, vous savez, qui consiste à filmer une attaque, un passage à tabac et à le mettre en ligne. Et bien sûr, on arrive dans des, heureusement, des proportions très très minimes, la blessure par arme. Voilà, donc les intimidations peuvent être physiques, sociales, verbales ou en ligne. Alors, en ligne, c'est assez compliqué de trouver des chiffres fiables sur les sites les plus dangereux. J'ai trouvé plusieurs réponses. Ici, il y a TikTok hein, en premier, mais dans d'autres, on trouve YouTube. Donc, en fait, je pense que ça dépend de l'âge des enfants, puisque vous avez ici un tableau qui vous montre que selon leur âge, ils ne sont pas en ligne sur les mêmes sites. Hmm. Et je vous ai mis les petits logos pour les reconnaître parce que j'avoue qu'il y en a avec lesquels je ne suis pas très familière. Je vous ai mis aussi une carte mentale, spécialement donc pour le cyberharcèlement, on y reviendra, mais avec le numéro à appeler en cas de besoin, et puis les conséquences possibles, les dangers, quoi faire pour la victime, quoi faire pour le témoin, quoi faire pour l'agresseur qui se pose la question de revenir en arrière. Il ne le fera pas forcément de façon très spontanée. Alors là, je parle bien, hein, j'insiste, du harcèlement sévère. Il ne s'agit pas d'affoler les familles parce que leur enfant a reçu une ou deux insultes ou un sobriquet déplaisant. Là, on parle vraiment de harcèlement sévère. Euh, 93% des enfants 10 souffrent d'anxiété, ont des résultats scolaires en baisse. Les enfants 10 développent une phobie scolaire lorsqu'ils sont harcelés et sont susceptibles de faire une dépression dans un tiers des cas. Alors on observe effectivement hein, une perte de l'estime de soi, une dépression, absentéisme, phobie scolaire, échec scolaire et si ça dure décrochage, effet à long terme. Il y a des conséquences, hein, et je répète, je parle du harcèlement sévère, des conséquences tout au long de la vie.
des difficultés d'insertion sociale, professionnelle, des troubles psychologiques, des développements de comportements déviants. Ils peuvent devenir harceleurs à leur tour, des violences. On entend souvent dire qu'un enfant qui a agressé quelqu'un dans un établissement scolaire, une fois devenu adulte, il revient dans son établissement scolaire. Alors on voit beaucoup ça aux États-Unis et ils tirent sur sur les enseignants et les élèves. Et très souvent, ce sont des jeunes qui ont été harcelés dans leur établissement scolaire et qui basculent. Alors, ceci, c'est pour du harcèlement sévère et encore quand il n'a pas été accompagné, traité par un psychologue et que l'enfant n'a pas été aidé. Alors, ça peut potentiellement, comme je le disais, hein, être des bombes à retardement, puisque on a évalué que 75% donc des agresseurs qui commettent des massacres avec armes à feu ont été harcelés dans leur jeunesse. Et puis, on est intéressé aussi, alors voilà, une autre spécialiste, hein, Nicole Kathleen, qui a fait un rapport que je vous mettrai dans le dossier documentaire et qui est un rapport pour l'éducation nationale. Elle affirme que les harcelés peuvent effectivement avoir des troubles psychiques tout au long de leur vie, mais les harceleurs n'en sortent pas indemnes et les témoins également. Et que cela peut avoir des conséquences plus tard sur l'équilibre psychologique des trois postures. Alors, ici, on va aborder rapidement parce que en fait, le harcèlement n'est pas différent pour les enfants porteurs de troubles 10 de ce qu'il est pour les autres, simplement il est plus fréquent. Alors, vous connaissez sûrement l'enquête qui a été faite par la FF10 en 2019. Ils ont reçu énormément de réponses et on peut constater que 6 enfants sur 10 porteurs de TND sont victimes de harcèlement. Ça veut dire 6 fois plus, donc, que des enfants neurotypiques. Alors là, autre surprise, alors 80% ont subi des moqueries, 69% des humiliations, 40% des insultes, 34% des violences physiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a découvert, c'est que dans 60% des cas, c'est par un élève ou un groupe d'élèves, mais dans 53% des cas, c'est par un adulte ou un groupe d'adultes. Un C'est-à-dire adulte donc à l'école, au à sein de l'école, l'établissement. c'est-à-dire un enseignant, c'est-à-dire un aide-éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est présent. Euh, Ça peut être effectivement la SEM, ça peut être l'enseignant, ça peut être la personne à la cantine, enfin voilà, ça peut être. Et vous avez des chiffres ici, hein, les auteurs, hein, un élève 37%, un groupe d'élèves 63%, un adulte 39%, par un groupe d'adultes. Voilà, même chose au collège. Par un adulte, hein, on a encore quand même quelque chose comme Ouais. 46%. Ça, c'est très important ce que vous dites, hein, Nicole, parce que les parents pensent toujours, enfin, quand on est parent, on pense toujours que ça vient d'un autre enfant. Et c'est Et vrai oui, qu'on a tellement confiance en et oui, l'institution qu'on se dit, oui, mais non, il me raconte des et crasses, oui, c'est pas possible. et oui, et oui. Ouais. Et ça, c'est très, Et, très et important. il faut être très vigilant. Et quand on fait une formation d'élèves, d'enseignants, pardon, on insiste là-dessus. Mm. Même quelquefois, ça peut être un surnom donné affectueusement. Moi, ça m'est arrivé en tête à tête avec un élève qui était mon meilleur élève de la classe d'ailleurs, qui était dyslexique et puis 10 à peu près tout. Et très gentiment et affectueusement, j'ai osé l'appeler mon 10-tout et ça l'a vraiment blessé et j'ai été Mm. obligée de m'expliquer avec lui parce que moi, je le disais avec affection. J'ai tout fait pour l'aider et ça a très bien marché pour lui puisque c'était un excellent élève. Mais en même temps, heureusement que je ne l'ai pas dit devant la classe Ouais, parce que ça aurait pu entraîner. oui. Voilà. Et donc, il faut être très vigilant à ça et ça, on le dit beaucoup aux enseignants. Et il y en a qui ne se rendent pas compte des cataclysmes qu'ils peuvent déclencher. Mm. Alors, un petit film pour comprendre pourquoi le stress provoqué par le harcèlement
d'adultes ou d'enfants, peut entraîner de l'échec scolaire, peut entraîner un blocage du fonctionnement du cerveau. Ah, alors, je n'ai pas le son, j'avais prévu de le mettre sur l'autre ordinateur et Le reptile. voilà. Le néocortex est la partie du cerveau qui est réfléchie. C'est cette partie qu'on utilise pour apprendre, pour trouver On des n'entend idées, pas. penser. Sa capacité d'apprendre est infinie. On n'entend pas, Nicole. On peut voir le cerveau limbique. Lui, il ne réfléchit pas. Ça va là? Il s'occupe des émotions. Oui. Quand on est joyeux ou motivé, il fonctionne comme un moteur qui aide le néocortex à travailler. Mais quand on a peur, qu'on est stressé ou triste par exemple, il enclenche une sorte d'alarme. Cette alarme est automatiquement repérée par le cerveau reptilien. Lui, il ne réfléchit pas non plus. Il doit nous maintenir en vie. Alors quand il entend une alarme, il se met en mode survie. Pour nous protéger, il a trois solutions. La première, c'est d'attaquer. Mais à l'école, ce n'est pas toujours bien vu. Alors il utilise parfois la deuxième solution, qui est de partir le plus vite possible, la fuite. Quand on ne peut pas partir en vrai, on part parfois dans notre imagination. Et la troisième méthode pour nous protéger, c'est de tout bloquer. C'est pour ça que de temps en temps, quand on est stressé, on n'arrive plus à réfléchir, même si on avait bien appris. La seule solution pour nous libérer, c'est d'éteindre l'alarme. Quand l'émotion de peur ou de stress diminue, l'alarme s'affaiblit et le néocortex peut à nouveau fonctionner. Ça va? Vous avez réussi à entendre quand même? Ça va, ça va. Ça pourrait être mieux, mais on a compris. Eh bien, je vous le mettrai dans le dossier. D'accord, merci, Nicole. Comme ça, vous pourrez le regarder tranquillement. Alors, en fait, attaque l'hippocampe. Alors, je sais pas pourquoi on dit l'hippocampe, parce qu'il y en a deux. Les hippocampes occupent donc une place centrale hein, dans l'encodage des souvenirs, le stockage, la mémorisation, l'attention, le repérage dans l'espace, la mémoire à long terme, la mémoire émotionnelle. Hein, voilà. Donc, c'est clair, la bienveillance favorise le développement de l'hippocampe et le stress intervient directement sur l'hippocampe et diminue les capacités d'apprentissage. Alors, un stress occasionnel parce qu'on passe un oral et que peut être positif parce qu'il va nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes, mais un stress récurrent, là, détruit une partie du cerveau, gêne le fonctionnement du cerveau et gêne les apprentissages. Je vous ai mis une diapositive qui peut intéresser ceux qui euh, effectivement s'intéresse à l'action du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est fabriquée par nos glandes surrénales. Il est indispensable à la vie. On a une décharge de cortisol le matin quand on se réveille et c'est ce qui va nous donner le courage, l'énergie pour attaquer notre journée. Mais par contre, si le cortisol est fabriqué en trop grande quantité sous l'effet du stress, à ce moment-là, il a toute une série de conséquences délétères, donc qui détruisent le cerveau. Je n'insiste pas sur cette diapositive parce qu'elle m'emmènerait à expliquer beaucoup d'autres choses, hein, comme la neurogénèse ou ce qu'est la myéline, etc. Mais pour ceux d'entre vous que cela intéresse, je peux vous envoyer un diaporama complémentaire pour expliquer tout ça. Mais là, ce soir, en une heure, je n'ai pas le temps d'expliquer l'épigénétique et les autres termes un peu complexes. Mais effectivement, ce stress, du coup, c'est la porte ouverte à l'anorexie, la boulimie. Ça peut permettre de déclencher des troubles bipolaires s'ils sont présents, bien sûr, dans l'hérédité, l'anxiété, des tendances suicidaires. Il y a un certain nombre de conséquences hein, qui viennent du fait que le cerveau est maltraité par le stress chronique.
Et ce schéma est très intéressant parce qu'il montre que les principaux sentiments, les sentiments de base que vous avez ici, eh bien, éteignent le cerveau. En cas de tristesse, vous n'avez plus ici de fonctionnement, ces petits points rouges que vous voyez dans tous les autres sentiments, y compris les sentiments négatifs comme la colère, le dégoût et la peur. Eh bien, pendant la tristesse, il n'y a plus et on a le cerveau s'éteint, hein, pour employer cette métaphore assez parlante. Alors, vous le comprenez, c'est un cercle vicieux. Parce que l'enfant qui a des difficultés scolaires, par exemple, parce qu'il a un trouble 10, et puis qui subit des moqueries, bah, il va être en perte de confiance de soi et en tristesse et en surfabrication de cortisol, ce qui va donner encore plus de difficultés scolaires et bien sûr probablement encore plus de moqueries. Voilà. Alors, un quart des enfants porteurs de handicap sont harcelés, nous dit-on ici. Là, on parle de harcèlement un peu sévère déjà. Les spécialistes nous disent surtout, ne dites jamais qu'un enfant est harcelé parce qu'il est handicapé, parce qu'à ce moment-là, euh, eh bien, vous donnez raison à ceux qui le harcèlent en suggérant que s'il n'était pas handicapé, on n'aurait pas l'idée de le harceler. Et que d'une certaine façon, bah, il est responsable de ce qu'il subit. Hein. Et donc, ça, ils disent qu'il faut être très vigilant à ça. En fait, il n'est pas harcelé parce qu'il est porteur de handicap. Il est harcelé parce qu'il est en situation de vulnérabilité, parce qu'il manque de confiance en lui, et on y reviendra plus loin. Voilà, je rappelle, hein, mais vous le savez bien en tant que parent, que le mal-être des élèves porteurs de troubles 10, c'est la sensation de travailler et de pas comprendre pourquoi on n'a pas de meilleurs résultats. C'est le fait de pas toujours comprendre ce qu'on attend de vous. Bien sûr, la pression du temps, ça c'est énorme, la peur de pas terminer, donc une surcharge cognitive constante, en particulier avec la double ou la triple tâche. En France, à l'école, on écrit énormément, donc les enfants sont presque toujours en double, triple tâche, ce qui est rarement possible pour un enfant de moins de 14 ans et généralement pas possible pour une personne, même adulte, porteuse de TND. La comparaison avec les autres, par exemple avec le frère aîné qui, lui, n'avait pas ce problème, la peur d'échouer ou de décevoir leurs enseignants et leurs parents, la détérioration de leur image aux yeux de tous, en fait, et d'eux-mêmes, les paroles blessantes qui, on l'a vu tout à l'heure, perturbent le cerveau. Et puis aussi, ils peuvent être touchés par le fait que les enseignants leur donnent avec mépris des tâches moins difficiles, moins longues. Ah oui, bah toi, tu feras que ça parce que voilà. Et tout est dans la façon de le faire. Il y a Et aussi le puis, fait que, je vous coupe Nicole, pour certains ils ont une AESH en classe, du coup ça crée une différence et oui, c'est un marqueur. Ceux qui ont un ordinateur aussi, souvent ne oui, veulent pas l'emmener en classe parce que ça marque bien leur sûr, différence. Donc, bien sûr, euh, bien sûr. découle de ça toute la difficulté pour les parents Mm, de mm. faire accepter soit une AESH ou soit Oui, oui, un bien sûr. ordinateur. Ouais. Oui, tout à fait. Ça participe de la complexité de la situation. Mm. Voilà. Alors ça c'est on en a un pour le positif aussi. Mais là, ce soir, il s'agit d'expliquer hein, ce qui se passe dans le harcèlement. Donc, je vous ai mis notre spirale négative, les difficultés scolaires. Qui vont avec la baisse de l'estime de soi, ce qu'on appelle l'impuissance apprise, hein, c'est-à-dire je sais que j'y arriverai pas, alors je laisse tomber. Hein. Souvent les collègues me disaient mais il essaye même pas. Je disais non, il essaye même plus. Ouais. Mm. Les moqueries, les humiliations, le harcèlement amènent un désintérêt scolaire, comme vous le disiez. Hein, ça peut entraîner ensuite, en boucle, hein, en spirale, un échec, effectivement, si on ne bloque pas la situation pour rétablir l'estime de soi et le confort affectif de l'enfant. Il y a aussi le regard des enseignants. Là aussi, j'ai pas le temps de vous expliquer l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Alors, je vais le faire en une phrase, hein, en disant, si on regarde quelqu'un en pensant qu'il a des capacités, il va être à la hauteur de nos attentes. Si on regarde quelqu'un en pensant qu'il est bon à rien, il va être bon à rien. Mm.
on influence le regard de l'enseignant, le regard des parents, influence les résultats de l'enfant. Et voilà, je pourrais, si on avait du temps, vous expliquer les expérimentations qui ont montré, voilà, les retrouver. Donc, on connaît plus l'effet Pygmalion. Hein. L'amélioration des performances d'un sujet quand on croit en lui, quand on lui donne une image positive de lui, on connaît moins l'effet golem qui consiste à être mauvais parce que l'enseignant a dans la tête l'idée que de toute façon on est mauvais, ou les parents. Voilà. Alors, la prévention, maintenant. D'abord, savoir que dans le référentiel, le socle commun des connaissances, de compétences et de culture, vous avez maintenant un domaine, le domaine 3, qui est la formation de la personne et du citoyen, dans laquelle on considère enfin que le rôle des enseignants n'est pas seulement de transmettre des connaissances, des savoir-faire, mais que le savoir-être, la vie en collectivité, le respect de l'autre, font aussi partie des apprentissages obligatoires. En fait, ça ne va pas de soi de vivre harmonieusement ensemble. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe hein, sur nos lieux de travail, partout. Partout où il y a des groupes de personnes, eh bien, il peut y avoir des difficultés relationnelles et ça s'apprend. Hein. Donc, avant d'aborder l'acquisition des savoirs, l'objectif fondamental, c'est de prendre le temps de fonder le groupe classe en début d'année par des activités spécifiques pour réguler les relations interpersonnelles tout au long de l'année, hein, dans des heures de vie de classe. Et par exemple, dans la pédagogie coopérative, que je n'ai pas non plus le temps de vous expliquer, mais qui consiste à ce que les élèves travaillent ensemble et s'entraident, eh bien, on constate qu'il y a très peu de situations de maltraitance. Alors on me dit souvent ah mais c'est du temps perdu en début d'année. Je dis non, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi parce que les apprentissages se feront beaucoup mieux quand la vie de classe, quand l'ambiance de classe, l'atmosphère de classe sera positive et que les élèves s'entraideront, se respecteront. Et donc, c'est l'occasion pour les enseignants eux-mêmes d'ailleurs, hein, parce que c'est intéressant que l'intervention soit faite par des groupes d'enseignants quand on est en collège ou en lycée, et que les enseignants donnent eux-mêmes l'exemple. Hein. Ça peut être l'occasion, dans ce cadre, de demander aux élèves de présenter au groupe, à chaque élève du groupe, ses ressources et ses limites. Et ainsi, on découvrira que tous les élèves, hein, et on les aidera à découvrir qu'ils ont tous des ressources et ils ont tous des limites et qu'il n'y a pas besoin d'être porteur d'un trouble 10 pour avoir des limites. Leur faire prendre conscience aussi hein, de la différence, de la notion de vulnérabilité, de ce qu'est un handicap invisible, provisoire ou définitif. Leur apprendre eux aussi à se présenter à la classe s'ils en sont d'accord, bien sûr, et à présenter leurs troubles, les aider en amont à le faire. Mais c'est très important qu'ils puissent expliquer aux autres, quand on leur montre ce que peuvent voir, par exemple, des élèves dyslexiques, ils arrêtent de poser la question pourquoi il a droit à un tiers-temps euh, ou un ordinateur. Donc, c'est aussi un exercice excellent pour l'enfant neuroatypique qui va apprendre à se présenter sur un lieu de stage, à se présenter plus tard à un employeur. Dans les associations dans lesquelles je travaille, on passe beaucoup de temps à travailler là-dessus avec les jeunes pour légitimer, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, la présence d'AESH, d'ordinateurs, etc. Et c'est aussi l'occasion pour l'enseignant de bien préciser, si l'élève n'y pense pas, que ce n'est pas du tout une histoire de niveau intellectuel, que les compétences intellectuelles sont parfaitement normales, voire quelquefois au potentiel. L'importance aussi de la cohésion des équipes est grande. Il y a des enseignants qui sont harcelés par leurs élèves, qui sont filmés fondant en larmes dans la classe. Il y a des enseignants qui se bouffent le nez entre eux, et ça, les élèves savent très bien le repérer et jouer les uns contre les autres. Et on observe souvent dans ce cas-là un effet miroir sur la classe.
souvent, quand l'atmosphère est détestable entre les élèves, elle n'est pas très bonne entre les enseignants. Donc c'est aussi une chose qu'on enseigne quand on forme les enseignants. On l'a dit tout à l'heure, faire attention à des réflexions ou des surnoms de l'enseignant qui peuvent enclencher le harcèlement. Et Nicole, il y a combien de professeurs à peu près en France qui sont formés à ça? ça, c'est très difficile à savoir. On en reparlera tout à l'heure quand je parlerai de de la méthode de préoccupation partagée, mais on ne le sait pas en réalité. C'est comme pour les élèves 10, hein, ils ont tendance à nous dire, ils ont tendance à nous dire dans les rectorats, tous les enseignants sont formés, alors qu'on sait Ah, très très bien que c'est pas vrai. non, oui, non. Voilà. Mais on n'arrive pas à obtenir de chiffres, hein. Ah oui? Bah non, il y a beaucoup de Moi, j'ai chiffres vu les plans à de obtenir. formation des enseignants sur l'Académie Créteil. Dans les... Il n'y a rien sur les 10 hein, dans le plan de Ouais, formation prof des ouais, écoles. Ouais. ouais. Eh oui, ça m'étonne pas. Mm. C'est vite, ouais. Voilà. Alors, dire aussi hein, que euh, la meilleure prévention, effectivement, du harcèlement, c'est un climat où chacun peut apprendre en étant respecté, en se sentant bien, hein, où chacun est reconnu pour ses qualités. En fait, hein, on va le voir plus loin, mais ce que pensent les spécialistes, c'est que c'est la rencontre de de plusieurs vulnérabilités qui, en réalité, provoquent le harcèlement. Voilà. Alors, dans la prévention toujours, hein, on a les réseaux de sentinelles. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça dans cet ouvrage sur aussi la justice restaurative à l'école. Hein. C'est pas la méthode qui a été choisie par l'Éducation nationale pour être généralisée, mais c'est une méthode qu'on trouve dans certains établissements. Les élèves sont formés pour repérer des élèves en souffrance, pas pour régler les problèmes, parce que ce sont pas, quand les problèmes sont graves, ce ne sont pas des jeunes qui peuvent le faire, mais pour faire le point entre sentinelles chaque semaine, et puis s'ils ont besoin d'aide, parce que le cas est un peu difficile, ils peuvent s'adresser, bien sûr, aux adultes avec qui ils ont été formés dans l'établissement, hein, y compris les parents d'élèves, souvent les parents délégués, mais pas forcément. Et comment on Et peut puis, savoir si l'établissement scolaire de son enfant est eh formé? ben, il faut le demander. Faut le Hein. demander au chef Il faut d'établissement? demander s'ils ont fait une formation au une formation préventive du harcèlement et laquelle. Il faut le demander au chef d'établissement. Oui, D'accord, oui, oui. d'accord. Alors, en général, ça sera plutôt phare. Hein, on va voir parce que phare est obligatoire. Donc, je pense que maintenant, tout le monde a basculé sur phare. Voilà. Vous trouvez sur des sites hein, l'explication de ce que c'est que les ambassadeurs collégiens et comment ça se passe dans les établissements. Vous avez aussi des associations, hein, par exemple Génération Médiateur, je vous ai mis ici le site où vous pouvez aller voir, qui organise des formations, et pas seulement pour les enseignants, hein, mais aussi pour les animateurs de clubs de loisirs, de clubs sportifs, de vacances, de camps de vacances, etc. Vous pouvez aussi aller voir, c'est sur le site de la FF10, les 120 propositions pour comprendre et combattre le harcèlement scolaire. Hein, c'est le rapport Erwan Malanan. Et dedans, il y a 5 propositions qui concernent les élèves 10. Voilà, donc la 15, formation des travailleurs sociaux, la 16, une semaine de l'inclusion. Alors moi je suis d'accord, mais il faut la faire en début d'année. Et l'éducation à l'empathie, ça se fait toute l'année. La proposition 24, la sanction des fonctionnaires. On a vu une enseignante qui a pu être condamnée pour une violence sur élève. La proposition, c'est rare. La proposition 26, un code de déontologie des enseignants. Bon, et une formation, bien sûr, en formation initiale et continue. Et la 28 sur le renforcement des effectifs d'adultes, les référents harcèlement. Dans tous les établissements scolaires, il y a obligatoirement un référent harcèlement. Et Ça peut comment, être, ça pareil, peut, vous comment c'est? demandez. Ça peut être un enseignant, ça devrait être affiché, ça peut être un enseignant, ça peut être un éducateur, ça peut être une infirmière scolaire, ça peut être un psychologue scolaire, alors il les voit rarement. Voilà. Alors, je vais D'accord. pas travailler dans le détail là-dessus, mais vous Et trouverez, si on n'a pas, juste Nicole, eh euh, ben, si-
On en reparlera peut-être dans les D'accord. questions, c'est un peu compliqué. C'est un peu D'accord. compliqué. Parce qu'on D'accord. peut effectivement s'adresser dans ce cas-là à l'inspecteur ou à l'inspectrice ASH, pardon, Ouais. mais en sachant que il y a toujours le risque que ça retombe sur le gamin. Ah, ok. Et oui, D'accord. donc voilà, c'est pas facile. Ok. C'est pour ça que ça prend un peu de temps pour aborder cette question. D'accord. Voilà. Et dernière prévention dont je voulais parler, c'est à la maison. Et si on en parlait aussi à la maison? Ouais. Mm. Donc là, je vous ai mis beaucoup de documents. Il y en a pour les enfants de maternelle, il y en a pour les enfants de lycée, les ados des lycées. Vous avez plusieurs âges représentés. Je vous ai mis toute une série de livres. Il y a des bandes dessinées aussi. Voilà, vous avez donc des références pour aller retrouver ces livres qui vous permettent d'aborder la question, même des dessins animés pour les plus petits. Et puis, bien sûr, se rappeler que l'autodévalorisation et le manque de confiance en soi, d'estime de soi, rendent les jeunes particulièrement vulnérables au Mm. harcèlement. Et donc, je vous conseille aussi certains livres qui vont dans ce sens-là. Hein. L'estime de soi, aider les enfants à s'affirmer, des jeux pour prendre confiance en soi. Voilà, ça passe aussi par l'éducation parentale, bien entendu. Un livre aussi, hein, préfacé par Christophe André, pour qui voudraient creuser cette question, et les 10 phrases pour rebooster la confiance de mon enfant en lui. Alors, j'attaque maintenant euh, le, les dispositifs. Hein. Alors, le dispositif de la préoccupation partagée, il y a deux livres qui sont publiés et même republiés régulièrement avec bon, tout à l'heure, vous me demandiez qui sont hein, les spécialistes qui pensent que il faut pas dire harceleur, etc. Bah, voilà, vous en avez deux de plus ici, même trois, puisqu'il y a Marie Cartier, Jean-Pierre Bellon qui circule partout en France pour former, qui est un ancien inspecteur, et Bertrand Gardette. Hein. Alors, pour expliquer en quelques minutes la formation, hein, cette formation à la préoccupation partagée, il s'agit d'une méthode élaborée par Anatole Picasse, c'est pour ça que de temps en temps vous l'entendrez appeler méthode Picasse, un Suédois en 1975. C'est pas exactement la méthode Picasse parce que en fait on a adapté cette méthode à la culture française. Donc il y a eu quelques petites modifications. Cette méthode est fondée sur l'hypothèse que le phénomène de bouc émissaire est un... Ah, Nicole, je ne sais pas si vous nous entendez, mais il y a une petite coupure. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. On a perdu Nicole. On va attendre. Ah, revoilà Nicole. ne Il demande y a qu'à eu une sortir de coupure. la situation. Nicole, il y a une coupure. On vous a... Ah, désolé. Qu'est-ce Voilà, bon, reprenons. Reprenons. Ils partent du principe que même que les harcelés aient envie de sortir de cette situation, on n'en doute pas un instant. Les témoins aussi. Mais même les harceleurs, d'après eux, ne demanderaient dans 85% des cas qu'à sortir de cette situation si on les aide à en sortir la tête haute. Et du coup, le taux de réussite, à peu près partout, est d'environ 85%. Il s'agit d'adopter une posture de diplomate et pas de juge. Il ne s'agit pas d'enquêter, de chercher des preuves, de chercher la vérité, de sanctionner, de porter plainte. On n'est pas dans une logique de justice. Hein. Il s'agit d'intervenir pour faire cesser les moqueries, donc on est pragmatique. Et c'est une mise en œuvre de deux actions en parallèle, une auprès de la cible et une auprès des intimidateurs pris séparément. Alors, pourquoi il y a des bases éthiques, même si c'est un peu contre-intuitif? Le souci de l'autre, l'attention à celui qui ne va pas bien. Bien sûr, la confidentialité. La discrétion, le tact et la délicatesse, même pour le harceleur. Le respect absolu des personnes.
y compris des intimidateurs. La confiance dans les capacités d'évoluer des élèves et on est bien en face d'un principe de base philosophique qui vient à la fois de ces principes éthiques et à la fois des causes déterminées du phénomène de bouc émissaire. Alors tout ce qu'il faut éviter et que j'ai vu toute ma carrière, fermer les yeux en espérant que ça se passe. Bon, ça a toujours existé, on n'y peut rien, ça nous regarde pas, on ne fera qu'aggraver les choses quand on s'en mêlera. Je regrette de dire que malheureusement, quand on s'y prend mal, ce qui a été longtemps mon cas, c'est vrai, on peut aggraver les choses. Les gens qui disent oh mais ça n'a pas de conséquences, c'est des gamineries, tout le monde est comme ça. Il y a un éducateur qui m'avait dit une fois il y a qu'une Nicole Boin qui ne sait pas ce que c'est qu'un adolescent pour croire que c'est pas normal. Et je peux vous dire que les situations de harcèlement en question étaient sévères et violentes. Rendre la cible responsable de ce qui lui arrive. Ah bah oui, mais il est bizarre aussi. Il sait pas se défendre. Alors, puis il se victimise, il se plaint tout le temps. Oui, mais alors, tu sais, il lit des gros livres. Alors forcément, les autres, hein, ça les énerve. Bon, voilà le genre de réflexion qu'on peut entendre. Considérer les intimidateurs comme des pervers narcissiques est aussi une erreur parce que ça ne va pas permettre de résoudre le problème et dans 85% des cas, ça ne sera pas le cas. Alors, je vois, j'entends, j'agis, mais comment? Juste, Donc, Nicole, quand vous parlez des pervers narcissiques, vous pensez aussi à des enfants? Non, vous pensez aux adultes non, uniquement, non, hein? c'est ce que disent, voilà, c'est ce Hein. que disent les spécialistes. Ils disent que chez l'enfant, c'est exceptionnel Hmm. et dû généralement à des choses vécues dans l'enfance très particulières. D'accord. Alors là, je passe plus de temps sur ce qu'il faut éviter, hein. Il y a trois ou quatre diapos parce que c'est important de savoir ce qu'il faut éviter. D'abord, se dire, ah bah oui, comme moi j'ai fait toute ma carrière avant de connaître cette méthode, je veux que ça s'arrête, donc je vais y arriver. Ben non, faut se former. Sauf que cette formation n'était pas accessible en France jusqu'à récemment. Il ne faut pas agir seul. Il faut vraiment former une équipe de gens qui sont sensibles à la question et faire alliance avec tous les partenaires. Juste, mais quand on est parent, parce que là, le webinaire s'adresse à des parents, Oui, là, le parent, il peut se former? bien sûr, l'association de nous, on intervient régulièrement les associations dont je vous parlais interviennent régulièrement auprès d'associations de parents. Mais l'idéal pour que ça soit efficace, c'est que l'association de parents soumette à la direction l'idée d'une formation à la Hmm. fois pour les enseignants, le personnel non enseignant et les parents volontaires. En fait, il faut que le parent contacte une association qui habilement va contacter le chef d'établissement pour Pourquoi former. pas? Ça peut se faire dans ce sens-là aussi, D'accord. astucieux. Il ne faut pas essentialiser, on l'a dit tout à l'heure, essentialiser les protagonistes, c'est-à-dire celui-là c'est un harceleur né, il le sera toute sa vie. Celui-là c'est un harcelé né, il sera victime toute sa vie. Non, on l'a vu et c'est quelque chose que j'ai découvert avec cette méthode. Eh bien, il y a des harcelés qui deviennent harceleurs et l'inverse. Il ne faut pas les enfermer dans un rôle quel qu'il soit. Il ne faut pas négliger le contexte puisque la cause est essentiellement un phénomène de bouc émissaire. Donc, il ne faut pas se tromper sur l'analyse de la situation. Il ne faut pas travailler qu'avec un des protagonistes, ou le harcelé ou le harceleur, mais avec les deux et en parallèle. Il ne faut jamais s'adresser aux intimidateurs en groupe parce que ça renforcerait leur groupe, ça renforcerait le clan et ça empêcherait ce que on appelle, c'est pas du tout religieux bien sûr, mais ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire le harceleur qui devient un soutien. Il ne faut pas accuser et sanctionner les intimidateurs parce que ça entraîne une résistance du clan, des aggravations des brimades, un renforcement de la solidarité entre les harceleurs et les témoins. Et en général, c'est d'ailleurs pour ça que les enfants harcelés ne parlent pas. Ils ont peur que ça se passe comme ça. Que les harceleurs soient sanctionnés, en plus on peut se tromper de harceleurs, l'instigateur n'est pas toujours visible. Il ne faut pas culpabiliser la cible en lui reprochant de ne pas être capable de se défendre ou en mettant en avant ses particularités parce que ça le renforce dans son autodévalorisation.
Il faut inciter la cible à changer de posture, mais jamais avant d'avoir obtenu le changement de posture, ce qu'ils appellent la conversion des harceleurs. J'ai une question, Nicole, si vous voulez Oui, remettre juste sur les erreurs à éviter. C'est quasi systématique parce que je pense que tout le monde va avoir le réflexe de se dire il faut punir le harceleur. et oui. Et c'est Ça, ça, c'est le c'est comme ça réflexe de qu'en tout. France, on s'est planté pendant des années. D'accord. Parce que moi-même, ayant eu un enfant harcelé, première réaction de l'école, punir le harceleur, toutes sortes, Et tout oui. Et groupe. ça, on sait que ça marche pas. Et qu'on en vient là que dans 15% des cas, parce qu'on s'en sort pas autrement. Il ne faut pas protéger la cible en mettant en avant ses particularités, ce qui serait une façon de donner raison au harceleur en disant bah oui, lui il est fragile, donc c'est pour ça que vous tapez dessus. Faut pas faire de leçon de morale, ce que j'ai beaucoup fait. Et surtout pas dire, tu t'imagines si c'était toi qui étais à la place du harcelé? Parce qu'il paraît que la plupart des témoins basculent du côté des harceleurs parce qu'ils ont peur d'être harcelés. Et que donc quand on leur dit et si c'était toi qui étais harcelé, eh bien, vous renforcez sa défense et son envie d'être du bon côté. Enfin, du bon côté. Du côté le moins dangereux dans son Mhm. esprit. Confronter la cible à ses intimidateurs, dernière chose à faire, parce qu'on renforce d'un côté le rôle de victime, de l'autre côté le rôle de bourreau. On renforce le groupe des intimidateurs qui font les caïds. Ne pas mener d'enquête, vérifier les témoignages, les déclarations, ce que j'ai beaucoup fait, vouloir faire émerger la vérité et chercher à rendre la justice, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'ils craignent les harcelés, ce type d'action qui aggrave leur situation. C'est-à-dire que vous posiez des questions. Ben, Euh, j'essayais de savoir, j'interrogeais en tête à tête tel ou tel élève en disant est-ce que vous avez des élèves en qui j'avais confiance, que je trouvais sains. Je leur disais est-ce que vous avez l'impression que tel camarade est ennuyé, etc. Enfin bon. Et donc je faisais ma petite enquête, effectivement. J'essayais de demander au harcelé qui le harcelait, etc. et dans ce cas-là, D'accord, ok. Oui. Alors, il faut échapper à ce que les psychologues appellent le triangle de Cartman. Le triangle de Karman, c'est estimer qu'il y a une victime qui est faite pour être victime, pour telle ou telle raison. Il est gros, il est roux, il est d'origine étrangère, il est d'une autre religion, il est 10, il est ce que vous voulez. Qu'il y a les persécuteurs qui sont des persécuteurs nés comme ça et qui le seront toute leur vie, et que nous, on est le sauveur et qu'on va venir sauver la situation. Et ce triangle de Karpman ne fait que renforcer les difficultés de la victime qui s'enfonce, les difficultés, enfin l'agressivité des persécuteurs qui résistent et qui continuent. Alors, ça consiste en quoi du coup? On a dit en quoi ça consistait pas. Maintenant, on va dire en quoi ça consiste. Alors, rencontrer la cible dès que la situation est portée à la connaissance des adultes. Par exemple, par des élèves sentinelles. Est-ce Le que les parents rassurer? peuvent rencontrer la cible ou c'est pas Non. recommandé? Alors, sauf si c'est parce que quand vous faites une formation préoccupation partagée, il y a normalement dans la formation des enseignants, du personnel non enseignant, alors, psychologue, médecin scolaire, ça peut être l'infirmière, des éducateurs, des responsables d'internat, enfin voilà, tout le personnel de l'établissement qui n'est pas forcément enseignant. Et il peut y avoir des parents volontaires. Il faut que tout le monde soit volontaire, par contre. Hein. Et c'est eux qui après vont essayer de recruter de plus en plus de volontaires parmi les autres en effectivement euh, faisant tache d'huile, on va dire, hein, ou boule de neige. Et ce que je veux dire, c'est que si jamais l'établissement n'est pas formé à la méthode de Ouais. préoccupation partagée et qu'il n'y a pas de référent, etc., Hmm. est-ce que le parent, parce que c'est ça la question, est-ce qu'il Il y a peut... il y a au moins un référent officiel parce que c'est obligatoire. Hmm. Bon, le Alors, ça peut obligatoire, être un le... pseudo-référent Hmm. qui a pas été formé, qui sait pas pourquoi c'est tombé sur lui, Hmm. dans le pire des cas. Hmm. Hein. Mais au moins, en s'adressant à lui, vous saurez ce qu'il en est D'accord. et ce qu'il a l'intention de faire. S'il a l'intention de prévoir une formation, si ça n'a pas été le cas. Hmm. Alors, rassurer
dès qu'on rencontre la cible en tête à tête, à un moment où les autres sont pas là, dans un endroit discret, personne ne voit cette rencontre. On le rassure tout de suite en lui disant que cette rencontre restera confidentielle, qu'il n'y aura pas de sanction, et on explique ce qu'est une prise en charge non blâmante. On l'assure du soutien inconditionnel de l'équipe. À aucun moment on ne met en doute sa parole. On ne conseille pas. Moi, je serais que toi, je ferais ça. Non. On ne culpabilise pas. Oui, mais qu'est-ce qui chez toi pourrait attirer? Non. La posture de l'adulte est empathique et valorisante. Alors, si ça ne passe pas avec l'interlocuteur, parce que quand il y a ces formations, ensuite, les gens sont des référents. Et donc, il y a plusieurs référents. Si le prof principal fait partie des référents anti-harcèlement, ça peut être lui qui voit l'enfant en tête à tête. Ça peut être un éducateur. Mais si il sent que l'enfant n'est pas vraiment à l'aise avec lui, il peut demander à l'enfant avec qui souhaiterais-tu en parler plutôt que moi? Et mon, voilà, dire voilà la liste des référents. Si tu veux choisir quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème pour moi. Je ne me vexerai pas. Il y aura autant de rencontres que nécessaire, aussi longtemps que nécessaire, y compris toujours en secret, y compris après la résolution du cas, parce que les récidives ne sont pas rares. Bien sûr, je vous fais un résumé, parce que les profs sont formés 2 journées. Pas vous faire la formation, d'ailleurs, je ne suis pas habilitée à la faire. Mais je veux dire, voilà, après, vous verrez en quoi ça consiste. Un membre de l'équipe reçoit aussi chaque intimidateur résumé individuellement sur un temps très court. On ne lui reproche rien, on ne l'accuse de rien, on lui dit que on consulte plusieurs élèves de la classe, pas des harceleurs, non. On consulte des élèves de la classe parce que on a l'impression que tel élève est un peu en difficulté dans la classe et on fait part de sa préoccupation. On a l'impression qu'il va pas bien et on lui demande s'il a remarqué quelque chose lui-même. S'il dit ah bah oui, il a pas l'air dans son assiette, hein, ouais c'est vrai, il est pas très joyeux, il s'isole. Ah bon? Est-ce que tu as des idées, des pistes pour qu'il aille mieux? Qu'est-ce que tu proposerais, toi? Alors il peut dire, bah je vois pas. Ah bah écoute, c'est pas grave, tu vas y réfléchir, puis on se reverra la semaine prochaine. S'il dit qu'il a rien remarqué, on lui demande, pareil, d'être attentif et de lui dire, écoute, je te fais confiance, hein, tu vas jeter un petit coup d'œil comme ça, de temps en temps sur lui, et puis si tu repères quelque chose, tu me le dis, et puis on se rencontre la semaine prochaine, puis tu m'en parles, puis tu me fais des suggestions pour que ça aille mieux. Et puis on revoit l'élève chaque semaine, et chaque fois qu'il fait, parce que chose étonnante, il fait des propositions. On manifeste de l'enthousiasme chaque fois qu'il fait une proposition recevable. Il arrive même, mais c'est rarissime, qu'il dit, c'est moi qui l'embête, je réalise et je vais changer. Honnêtement, c'est le cas le plus rare. Mais dans la plupart des cas, il fait comme si rien n'était, il se met à proposer des choses positives et il se met à devenir positif avec cet élève harcelé. Le seul problème, c'est que parfois le harcelé n'y croit pas. Quand le gars va vers lui en lui disant, alors que depuis le début de l'année, il le harcèle, et en lui disant, tu veux jouer avec nous ce matin? L'autre, il croit que c'est un piège. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas, il faut attendre que les harceleurs supposés commencent à changer d'attitude avec lui pour euh, dire au harceleur, il a le droit de changer lui aussi. Hein. Et donc, ne prends pas, tant que c'est à la vue de tout le monde, vas-y, tu ne risques rien et peut-être tu vas avoir une bonne surprise. Alors bien sûr, pas aller sur un terrain vague à 20 heures, bon, évidemment. Mais tant que c'est dans l'établissement, à la vue de tout le monde, il n'y a pas de danger. Voilà. Nicole, Et ça c'est pour les enfants, mais quand le harceleur est un adulte, j'imagine que... alors là, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas le temps d'en parler ce soir D'accord. parce qu'il me reste 3 minutes. D'accord. Donc ça c'est vraiment que pour les enfants, hein, ouais. Mais oui, je peux en parler, mais là, c'est Mm. encore plus compliqué. Mm.
Mm. Voilà. Donc la méthode marche dans, vous voyez, 89, 75, entre 85 et 100%. Bon, en général, on dit 85%. Hein. Si on est dans les 15% et que au bout de un mois, 2 mois, on n'a aucun progrès, on passe au traitement classique de la situation, sanction, plainte, conseil de discipline, exclusion. Je vous ai donc mis des informations, le texte de loi, le site sur lequel vous pouvez en savoir plus si vous le souhaitez sur la préoccupation partagée et comment faire venir la formation dans l'établissement de vos enfants. Le programme phare du ministère qui comprend tout un ensemble comprend 8 piliers, hein. Mesurer le climat scolaire, prévenir les phénomènes de harcèlement, former une communauté protectrice de professionnels et de personnels pour les élèves et de parents, intervenir efficacement, faire alliance avec les parents. Ouais, vous pouvez trouver sur le site que je vous ai donné ces 8 piliers qui sont obligatoires pour tous les établissements. Mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources et suivre l'impact des actions. Voilà. Alors, en pratique, tous les établissements doivent se doter d'ambassadeurs non au harcèlement. Le comité d'éducation à la santé, la citoyenneté et l'environnement doit se saisir de la prévention harcèlement, organiser des formations, etc. Voilà toutes les Nicole, vous dites que obligations. en principe, qu'est-ce qu'on doit comprendre de leur en principe? Ben, vous allez le trouver sur le site du programme du ministère et dans Mais les pour vous, documents dans clés. votre pratique, c'est fait? Euh, on Ou c'est en Oui, oui, principe les fait? parents ont absolument le droit, hein, de dire. C'est beaucoup plus facile de demander une formation au harcèlement, à la prévention du harcèlement, qu'à venir demander euh, une protection pour son enfant parce qu'il est harcelé. Quand on demande Hmm, une formation, c'est pas et les enseignants et le chef d'établissement ne le perçoivent pas comme une attaque. d'accord. Hein. Sinon, ils le Bien perçoivent sûr. comme une attaque, c'est ça? Vous voulez dire Quand, entre eux? quand on vient leur demander de... Oui, oui, Hmm, oui, ça dépend où. Ça dépend si les gens ont été formés ou pas, s'ils sont hmm, sensibles à la question ou pas, bien évidemment. Je vous dis pas que ça sera pareil partout, mais ça risque. Hein. Donc, ok. vous pouvez aussi demander conseil face au harcèlement le 30-20, face au cyberharcèlement le 30-18. Vous avez une application d'ailleurs, le 30-18, qui est lancée par le gouvernement. Voilà, je termine, hein, en vous disant que notre association A tout 10 a été formée à partir des journées des 10 parce que on a eu jusqu'à 3000 personnes à la journée des 10 en Rhône-Alpes en 2017 et donc on a fait un livre blanc qui faisait l'état des lieux et qui disait qu'il faudrait effectivement faire une maison des 10 par exemple où nous pourrions organiser des formations de prévention du harcèlement. Donc je vous ai mis les informations pour que vous puissiez aller voir notre site, éventuellement voter. Oui, d'accord. Pour que éventuellement vous puissiez voter pour notre projet, suivre la progression sur notre page LinkedIn de notre projet. Et puis, effectivement, vous trouverez sur notre site un livret de 50 pages, genre les 10 pour les nuls. Ça s'appelle pas comme ça, hein. Mais voilà, vous avez un enseignant qui vous dit, comme mes collègues m'ont souvent dit, à lire un livre entier. Non, non, mais alors je dis 40 pages, ça va? Ah, 40 pages, ça va. Alors là, vous avez un petit fascicule de 40 pages. Vous avez une bibliocyto-filmographie commentée de 50 pages. 2 fois par an, je réinjecte 100, 200, 300 livres, sites. Il y a des films, des dessins animés, par exemple, pour expliquer aux tout petits. Alors, c'est sûr, les troubles 10, les TND plus généralement, et la neuroéducation. Alors, il y a une petite partie sur le harcèlement, mais c'est pas une bibliographie sur le harcèlement. Et puis, vous trouverez sur nos pages Facebook et LinkedIn, comme sur notre site, des ressources. Hein. Et vous pouvez nous écrire pour nous demander de l'aide. Oui, ça c'est important, ouais. Hmm. Alors, nous ne sommes pas une association de famille, hein. Nous ne faisons pas de l'aide pour les cas particuliers. Bon, des fois on dépanne, mais c'est pas notre. Nous, on est une association. On pourrait dire, on est une force de pression.
Hmm. sur les pouvoirs publics. On est en relation avec Étienne Pau, le délégué interministériel, et on a rendez-vous avec les responsables du harcèlement au ministère de l'Éducation nationale, les responsables des prises en charge des handicaps invisibles, etc. Et tout, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plus d'argent, plus de lieux, plus de Hmm. formation de profs, plus de formation de médecins. Voilà. La- mais on oriente, hein, selon les régions, on oriente les gens sur une association spécifique. De parents. Ouais. Voilà, On voilà, passe aux voilà. questions? On passe aux questions, bien sûr. Super. Alors, il n'y a pas énormément de questions, tant mieux, c'est que c'était clair. J'en ai une sur ben, le problème du harcèlement qui vient des professeurs. Comment les parents doivent agir sans mettre l'enfant en difficulté lorsqu'il s'agit d'un harcèlement venant des professeurs? Ouais. Adultes, donc. Alors, c'est très compliqué. Moi, j'ai essayé d'aborder ce problème quand j'étais professeur principal, où je faisais toutes les semaines 1 heure de vie de classe où on réglait les problèmes, etc. Pour faire remonter, voilà. Il y a toujours des élèves qui me faisaient remonter que tel élève était pas, voilà. Ou l'élève lui-même venait me dire, Madame Machin, elle m'a dit, bon. Et dans ce cas-là, inutile de vous dire que vous, en tant que prof principal ou simplement en tant que collègue, quand vous allez parler à un collègue pour lui dire tel élève a été blessé par ta remarque, vous vous faites gentiment ramasser. Hmm. T'es pas mon supérieur hiérarchique et mêle-toi de ce qui te regarde et t'étais pas là. Tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Bon. Mais pour le parent, qu'est-ce que peut faire le parent? Alors, Il faut le prendre un parent, rendez-vous? Qu'est-ce que... oui, oh, je sais que c'est un gros sujet, mais quelques d'abord petits... faire confiance à son enfant. Ouais. C'est-à-dire conseiller à son enfant s'il y arrive. Après, on verra s'il n'y arrive pas. S'il y arrive, conseiller à son enfant d'aller voir le professeur en question en privé. Demander à la rencontrer pour lui parler quand il n'y a pas les autres à côté qui peuvent entendre. Dire à ce professeur, surtout pas, l'accuser de rien. Finalement, ça, je l'avais compris pour les profs. Ne surtout pas commencer à lui dire, Madame, vous êtes trop autoritaire, vous êtes blessé, vous êtes ci, vous êtes... Non, parlez de lui, de son ressenti. Je voulais vous dire, Madame, que l'autre jour, quand vous m'avez dit, toi, t'arrives jamais à rien, ça m'a vraiment déstabilisé, ça m'a vraiment découragé. Et voilà, vous êtes sûr que mon cas est désespéré? Hmm. Alors là, quand même, dans 90% des cas, vous allez avoir un enseignant qui va se sentir mal à l'aise, mais qui va apprécier de ne pas être directement attaqué Hmm. et qui va donc dire, ah bah oui, ma parole n'est pas... Voilà. En général, ça peut régler beaucoup de cas. Mais Moi, là, c'est on ce que demande j'ai quand même à observé. l'enfant de faire presque un jeu d'acteur pour gérer l'adulte, afin que l'adulte ne se Ouais, batte pas pour que, par ouais. ricochet, bah, on est quand même pour un enfant de 10, 11 ans dans des processus psychologiques avancés. Je comprends votre réponse. Elle est d'autant plus justifiée que moi, je l'ai pratiquée en lycée professionnel. Les élèves sont plus âgés. Hmm. Et que tous les enfants, alors je connais des enfants de 10-11 ans qui en sont capables, Hmm. mais d'autres n'ont peut-être pas suffisamment confiance en eux pour le faire. C'est ça. Hmm. Donc dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas le choix. C'est le parent qui va devoir prendre rendez-vous avec l'enseignant, mais pour essayer de lui tenir le même Hmm. discours. Hmm. C'est-à-dire, non pas je viens vous accuser d'être un affreux bourreau et de persécuter mon enfant, mais voilà, je voulais vous tenir informé que certaines remarques que vous avez faites à mon enfant le blessent profondément et que ça le décourage complètement de travailler dans votre matière. Je voudrais qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire, etc. Hein, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et dans ce cas-là, passez directement vers le prof, parce que si vous allez vers le prof principal ou vers le chef d'établissement, ben On le appuie prof sur va le se feu. vexer. Ouais. Après, si vous n'avez toujours pas enfin, si ça continue, Hmm. alors là, vous pouvez vous adresser au professeur principal, qui lui, le pauvre, n'y pourra rien, il vous dira allez voir le directeur, et au directeur d'établissement, hein, et demander, ça sera le moment ou jamais, de demander au directeur d'établissement, y a-t-il eu une formation dans l'établissement sur le harcèlement? Alors,
faites attention, il va vous dire, mais ce professeur ne harcèle pas votre enfant. Bon, vous mettez le mot que vous voulez. Hmm. Mon enfant en souffre. Mais le chef d'établissement, il a aucun pouvoir hiérarchique sur Si, les... Si, quand même. si, il va hésiter à l'utiliser, mais le chef d'établissement fait tous les ans une évaluation de ses profs avec D'accord, une remarque, enfin comment dire, une appréciation, comme sur les bulletins, une appréciation. Alors ça, je vous dis pas qu'il va mettre dans l'appréciation, ce professeur manque de souplesse et de tact avec les élèves, hein. Il va pas forcément le faire, mais il a le droit, d'accord. hein. Euh, Après, si oui. vous ne vous en sortez toujours pas, bah vous continuez à monter, hein. Bah là, Alors, après, il faut quand même... oui, parce que le référent harcèlement de chaque établissement, il est censé s'occuper des élèves et pas des professeurs. s'ils ont fait la formation, ils savent le rôle des professeurs. Mais s'ils n'ont pas fait la formation, ils vont trouver que ça n'a aucun rapport. Ah oui. Oui, donc pour le parent, quand même, c'est un peu un Ah petit oui, travail d'enquête sur les connaissances de l'établissement, bah sur oui. les méthodes, la méthode du Demandez à référent. rencontrer le référent harcèlement, va déjà vous donner une indication, hein. Ouais. Si vous dit, bah, vous savez, moi, j'ai été nommé parce que, bon, c'est une question qui m'intéresse, hein, mais bon, j'ai pas de compétences particulières, etc. Bon, vous verrez que c'est un établissement qu'on n'a rien à faire du harcèlement. Et Hmm, dans ce cas-là, bah, vous pouvez lui suggérer, en tant que délégué, que responsable harcèlement, de faire une formation pour l'établissement. hmm. Ou inter-établissement, d'ailleurs, hein. En primaire, ça se fait souvent inter-établissement. Et le numéro du harcèlement, là, dont j'ai Ah bah, il oublié. vous donne des conseils, hein. Vous donne des conseils selon D'accord. la situation précise de harcèlement. D'accord. Que ce soit de l'adulte ou d'un autre Oui, enfant, hein. oui, oui, D'accord. oui, 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 Donc oui. ça vaut le coup de toute façon de les appeler. Oui, ça vaut le coup parce que enfin, ils ne donneront pas vos coordonnées à qui que ce soit, hein. C'est sous couvert d'anonymat et ils vous donneront les bons conseils. Alors, il faut être honnête, hein, le problème de la sanction des professeurs qui maltraitent verbalement leurs élèves sont encore rarissimes. Hmm. Quand ils tapent dessus, quand même, ça commence à bouger, mais quand ce sont des mots, bah, malheureusement, ça bouge très très peu. Mais si vraiment votre enfant est en difficulté, si vraiment ça vous paraît, il faut faire quelque chose, hein, et le directeur veut rien faire, et l'enseignant ne veut rien faire, etc. Si c'est un instituteur, enfin si c'est un professeur des écoles, c'est encore pire, parce qu'il l'a toute la semaine. Ouais, ouais. Hmm. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement, hein, vous avez des inspecteurs référents handicap, et donc vous pouvez vous adresser à l'inspecteur référent handicap. Nous, on travaille beaucoup à Lyon avec Madame Montangérant, et chaque fois qu'on lui signale un cas, elle prend les choses en main. Et en termes de rapidité, il y a une question sur les étapes. C'est-à-dire, quand on sent que, enfin, il faut déjà que l'enfant l'exprime, mais à quelle vitesse il faut aller? C'est-à-dire, il faut aller vite ou... Oui. D'accord. Si votre enfant, soit vous dit qu'il ne souhaite pas y aller, qu'il ne se sent pas d'aller affronter son enseignant, ce qui est probable d'ailleurs parce qu'il en aura peur, euh, soit vous dit enfin, il y est allé, vous lui avez expliqué comment faire, il y est allé, et la semaine d'après, pardon, et la semaine d'après, ce professeur a encore des mots déplaisants contre lui. Dans ce cas-là, vous passez tout de suite au directeur. Hmm. Si le directeur noie le poisson et vous paraît ne rien vouloir faire, etc., à ce moment-là, vous lui demandez qui est le référent handicap dans l'établissement aussi. Hmm. Hein, vous pouvez commencer par Handicap ou harcèlement? Handicap? harcèlement, pardon. Harcèlement. Harcèlement. Hmm. Non, non, il y a un référent harcèlement. Il y a aussi des référents handicap. Et ensuite, effectivement, si ça devient grave pour votre enfant, eh bien, vous pouvez en référer à l'inspecteur responsable du harcèlement. Il y en a un.
Ah Et bon? Ah, il y a un inspecteur aussi référent du alors, harcèlement. c'est pas un inspecteur qui s'occupe uniquement du harcèlement, mais il D'accord. y a un inspecteur qui est, alors ça change de nom selon les académies, mais qui est lié au bien-être de l'élève, enfin, etc. Nous, cette inspectrice-là nous a fait intervenir à Lyon sur le harcèlement des enfants euh, porteurs de TND. Elle nous a fait animer un stage pour les infirmières et les psychologues. D'accord. Alors, j'ai encore deux questions et puis après, Oui, je pense que... Alors, bon, ça, c'est une question plus large, mais puisqu'il y a des enseignants qui détestent se voir éduquer, euh, euh, en fait, nous constatons avec regret un manque de considération flagrant, voire négligent, des troubles 10. Bon, possiblement par manque de formation des enseignants. Oui, bon, là, c'est l'éternel problème, hein, l'enseignant qui refuse d'appliquer le PAP, ça, c'est de la maltraitance, c'est du harcèlement, évidemment, et c'est de presque, la hein. routine. Alors, ça s'appelle pas du harcèlement. Non, mais bon, Alors, de la bon, maltraitance quelque mais on part. est, oui, c'est de la maltraitance. On est d'accord. Écoutez, vous avez quasiment la même chaîne. Hein. C'est-à-dire que, bon, alors là, l'enfant, c'est pas la peine, hein, puisque normalement, si il y a un PAP, normalement, il y a eu la réunion enseignant, référent, etc. Ouais, mais dans les faits, il y a Et beaucoup de professeurs qui veulent pas l'appliquer, hein, parce que ça leur fait voilà. plus de travail. Voilà. Alors, les professeurs qui veulent pas l'appliquer, la première chose que vous pouvez faire, c'est effectivement prendre rendez-vous avec l'enseignant et lui expliquer que ça porte préjudice gravement à votre enfant et que, enfin, si vous voulez, comment dire, on dit que le PAP, il n'est pas contractuel. Hein. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lancer sur une plainte. À la différence du PPS. Voilà. Hmm. Bon. C'est tout le problème. Après, après, faut voir, effectivement, comme dit cet interlocuteur, hein, effectivement, dans la 90% des cas, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'incompétence. Ils n'ont pas été formés. Nous, je vous disais tout à l'heure qu'on fait régulièrement des Incompétence formations. slash paresse, c'est-à-dire que ça leur demande plus de travail, donc ils sont pas toujours. Oui, puis ça les tétanise. Hmm. Hmm. L'époque où ils les mettaient au fond de la classe, c'était pour pas les voir, parce qu'ils savaient pas quoi faire. Hein. Et effectivement, la difficulté, c'est que l'enseignant n'est pas conscient de ce qu'il impose à l'enfant. Hmm. Et la difficulté principale, c'est que nous, quand on fait des formations, je vous parlais tout à l'heure de la formation des psychologues et des infirmières en établissement scolaire, ou quand on fait des formations de profs, ils viennent sur la base du volontariat. Ce qui veut dire que nous avons toujours soit des professeurs ou des psychologues ou des infirmières qui sont eux-mêmes parents d'enfants 10, Hmm. ou des gens qui s'y intéressent spontanément, qui se sont formés et Ah qui bon, en j'ai un problème connaissent de déjà batterie. beaucoup. Alors c'est très intéressant pour nous parce qu'on a des échanges passionnants, mais le problème c'est que les gens qui pensent que ça n'existe pas, les gens qui pensent que c'est d'origine psychologique, eh ben ils viennent jamais à ces formations. Bah, exactement. Hmm. Et ça, on a beau le dire au recteur, on s'en sort pas. Oui, non, mais de toute façon, ça, c'est tout le problème de la formation. Moi, j'ai vu les programmes de formation. Comme c'est l'enseignant qui choisit ses propres formations, si ça l'intéresse pas, il se formera jamais. Et on s'en sort pas. De toute façon, je crois que Et en primaire, on leur impose cette année, depuis 2 ans, des formations en maths et en français pour apprendre à faire des maths et français, comme le ministère a décidé qu'il fallait ouais, c'est faire des ça. maths et du Hmm. français. Et du coup, il y a de place pour rien d'autre. Non, il n'y a pas pour rien d'autre. Quand c'est pas des sujets un peu ésotériques sur le théâtre, enfin. Alors, Une oui, dernière vous allez question. vous retrouver avec la même chaîne, c'est-à-dire vous allez aller voir le professeur, vous allez essayer de lui expliquer. Il faut essayer. Alors, il y a une chose qu'on conseille quand même. Michel Mazot me dit toujours, il faut vraiment conseiller aux professionnels ou aux parents de faire une synthèse de toutes les listes de recommandations. Parce que quand Voilà, ouais. l'orthophoniste fait une liste de recommandations de 2 pages, parce qu'en fait, il imprime la liste pour tout le monde Ouais, c'est ça. ou que le psychomote, machin, ou le ça, et qui se retrouve, le prof qui est pas formé, qui se retrouve avec 4 listes d'une page, il laisse tomber, hein. Hmm. Donc, le fait d'aller voir l'enseignant avec une liste de 3 points Hmm. ou 4, qui vraiment sont essentiels pour que l'enfant puisse suivre, lui donner quelques exemples pour qu'il comprenne ce que l'enfant Faut que subit, le parent forme l'enseignant, quoi. Hmm. ben, en tout cas, l'alerte. Hmm.
Alors De la moi je même l'ai fait façon. par exemple, hein, je l'ai fait pour ma nièce qui était en école d'art appliqué. J'ai envoyé une lettre, alors pas en tant que tata, hein, mais en tant que formatrice àAtoudis. J'ai envoyé la façon dont un dyslexique voyait la page, enfin était susceptible de voir la page parce qu'ils voient pas tous de la même façon, mais voilà. Et ça, c'est ce qui fait le plus, dans les formations, c'est ce qui fait le plus réagir les profs. Hmm. Et là, ils D'accord. comprennent pourquoi ils ont besoin d'un tiers-temps. Et là, ils comprennent pourquoi ils Hmm. pas lire 10 pages, hein. Hmm. Voilà. Et ça, bon, alors, il faut choisir deux, trois trucs comme ça pour lui dire, voilà, voilà, vous voyez, mon enfant, il voit comme ça. Hmm. Donc, quand vous lui donnez, enfin, bon, c'est pas possible, quoi. Non, mais ça veut dire que le parent doit, enfin, c'est le parent qui forme Oh, qui l'enseignant. forme, non, parce que c'est pas en une demi-heure d'entretien que vous Non, allez mais les bon, former, mais qui l'alerte, oui. ouais. On en est là, Et mais je sais bien. ouais. Une dernière question, Nicole. Alors, ça, c'est encore un très vaste sujet. Faut-il bannir les réseaux sociaux pour nos enfants pour éviter le cyberharcèlement et privilégier un mode très simplifié et très limité de l'utilisation des smartphones? Alors, je ne sais pas à quel âge a l'enfant dont parle ce spectateur anonyme. Je pense que ça dépend peut-être aussi de l'âge de l'enfant. C'est difficile d'interdire à un ado les réseaux sociaux. Euh, Alors, je pense effectivement hein, que ceux qui sont les mieux armés pour vous répondre, ce sont ceux qui répondent voilà, au 30-20. hmm, Non, j'ai dit des bêtises. Au 30-18, le cyberharcèlement. En ce qui me concerne, je pense qu'effectivement, autant pour des enfants jeunes, ça doit être possible, qui rentrent pas là-dedans, ou qu'ils y rentrent le hmm, plus tard possible. hmm. Autant quand ils vont rentrer au Au collège, au collège. lycée. Hmm. Alors au lycée, bon après c'est autre chose, on peut discuter avec eux. Et s'ils sont harcelés, ils vont bien être obligés de sortir des réseaux sur lesquels ils sont harcelés. Mais au collège, il va vous dire que vous l'isolez des autres. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Hmm, Et que du coup, il va être harcelé parce qu'il n'est hmm, pas sur machin, il est sur hmm, truc. hmm, Alors après, bon, moi je suis pas une spécialiste hein, des réseaux sociaux, mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas traiter les choses de la même façon hmm, pour un enfant de 10 ans, pour un enfant au collège ou pour un hmm, enfant au lycée. hmm. Tout à fait. Allez, dernière question, Nicole. Oui, Bon, est-ce qu'il y a un lien entre l'augmentation de la phobie scolaire et le développement du harcèlement? oui. Oui, Hmm. oui, très certainement. C'est pas, enfin, c'est pas la seule cause. Ouais, c'est pas la Hein, seule c'est pas la cause. seule cause, mais c'est une des principales causes. Hmm. Oui, oui, oui. Puis l'autre cause, c'est aussi, alors, il y a des phobies scolaires qui ne sont pas liées à l'école, j'allais dire, hein, qui Hmm. viennent de traumatismes de l'enfance, qui viennent de situations très personnelles, qui viennent de certains troubles Hmm. dans le TSA, etc., et qui donc ne sont pas dus ni à du harcèlement, ni à de la maltraitance. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de décrochages qui viennent de la maltraitance que vous avez signalée tout de suite avant, c'est-à-dire le fait qu'on ne prend pas en compte les aménagements nécessaires pour Hmm. les enfants Hmm. et que du coup, ils n'y arrivent plus, ils coulent Hmm. et ils préfèrent s'enfuir, quoi. Hmm. Oui, il n'y a pas de harcèlement, mais c'est juste trop dur, donc le Voilà, cerveau voilà, fuit, quoi. voilà. Et si en plus il y a du harcèlement, Ah bon, oui, bah, là, bien c'est sûr, double peine, ouais. Ouais. bien sûr, bien sûr. Écoutez, j'ai fait le tour des questions principales, mais de toute façon, c'est l'heure, hein. Merci beaucoup, Nicole. Avec Donc, il y plaisir, aura un replay du webinaire d'ici quelques jours sur notre site internet que j'enverrai d'accord? à tous les participants. Je vous enverrai également, Nicole. Et puis, donc, vous nous envoyez les ressources. Euh, Oui, et puis, j'enverrai tout ça aussi aux participants. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Et puis, bonnes vacances d'été, puisque c'est notre dernier webinaire de l'année. Et on se retrouve à la rentrée septembre. Merci à tous. Au revoir. bonne soirée.